Bonsoir. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein au Cameroun, Global Capacity Building Foundation se prépare à lancer la première édition de l'African Business Week. Des centaines de participants autour du thème de tous les pays africains seront réunis autour du thème synergie des savoir-faire africains au service de la zone de libre-échange continentale africaine. Une autre sorte de Coupe d'Afrique des Nations axée cette fois-ci sur les échanges commerciaux en Afrique. Pour en parler, nous recevons la présidente de la fondation Global Capacity Building, le professeur Justine Difo est notre invité de la semaine ce soir. Bonsoir prof, merci. Bonsoir Michael. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi et c'est d'ailleurs dans mon intérêt aussi. Je voudrais que l'on débute cet entretien prof avec l'actualité immédiate autour de nous, celle qui prévaut au Cameroun. D'accord. Depuis quelques jours, c'est bien sûr la Coupe d'Afrique des Nations qui se tient dans notre pays. On a envie de dire enfin, elle se tient, elle s'est ouverte le 9 janvier dernier à Olembe. On est passé quand même par des sueurs froides et autres frayeurs. Oui, il faut dire que le Cameroun a eu l'honneur et le privilège très convoité d'abriter la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Cameroun 2021. Avec ce léger glissement dont tout le monde parle. Et finalement, le jour dit est arrivé, à la faveur de ces grands stades ultra-modernes qui côtoient le Stade de France, le stade du Bayern de Munich, n'est-ce pas, à notre grand bonheur. Vous savez, Boileau avait dit « hâtez-vous lentement ». Il faut se hâter lentement, effectivement, en étant sûr que ce que nous voulons produire est quelque chose de bon et de satisfaisant. Aujourd'hui, nous pouvons comprendre pourquoi le président de la République avait opté pour ce léger glissement. Et vous avez vu tous nos stades et vous avez vu l'engouement que les Camerounais, à force d'attendre, ont déployé sur le terrain dimanche dernier. Il ne fallait pas être à Olembe ce jour-là. Mais comme je suis une habitante d'Olembe, ancien village, et aujourd'hui Olembe, la ville, Olembe, la belle, Olembe, tout ce que vous voulez comme superlatif, c'était formidable. Mais le glissement n'était pas volontaire tout de même, celui de 2019. Oui, mais ce n'était pas volontaire, mais à la vérité, il fallait, ça nous a servi. Nous avons pris notre mal en patience et nous avons fait contre mauvaise fortune bon cœur. Aujourd'hui, tout le monde, même Motsepe, a dû venir avec toute sa famille pour que personne ne rate la beauté de cette fête splendide qui amène le monde entier à vibrer aujourd'hui au rythme du Cameroun. Une ouverture réussie sur le plan de l'organisation, la cérémonie d'ouverture, vous l'avez dit tout à l'heure, réussie également pour les Lions indomptables du Cameroun avec cette victoire. Vous qui êtes également très proche des milieux de foot, est-ce que cette victoire vous a convaincu, la victoire des Lions? Ils se sont battus. Le Burkina s'est battu. Vous savez, ce n'est pas évident d'entrer dans un match. Surtout à domicile, jouer à domicile, jouer à la maison, c'est une bonne chose. Mais on a le poids psychologique, spirituel de toute la République sur soi. J'ai failli dire qu'il n'aurait pas fallu être à la place de ces lions. Ils se sont battus, d'abord pour comprendre le jeu du Burkina Faso et en même temps pour donner les résultats. Ce n'était pas évident, nous y sommes parvenus. Nous avons un humoriste qui a dit « Est-ce qu'on vous avait demandé de nous livrer le bon jeu ?» Nous voulions le résultat. Nous avons notre résultat. Laissez les histoires de... On a interviewé Aboubakar, il a dit « Oh, on n'a pas eu le bon jeu. » On ne t'a pas demandé de bien jouer, on t'a demandé de nous donner le résultat. Nous avons gagné, c'est bon là. Oui. Mais cependant, on constate très peu d'engouement. Peut-être que c'est le mauvais côté de cette fête du football dans notre pays aujourd'hui. Les Camerounais ne se déplacent pas beaucoup ou alors les supporters ne se rendent pas beaucoup dans les stades. On a vu des stades comme Fandena, à Yaoundé, Kwekong à Bafoussam, Japoma à Douala, quasi vides pendant certains matchs de cette compétition. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Sans excès de patriotisme, n'en fait pas une affaire camerounaise. Chaque fois qu'on a vu des CAN, on s'est rendu compte que le pays organisateur, quand il ne joue pas, les gens sont plus ou moins timides. Bon, aujourd'hui, nous sommes en contexte de Covid. On ne peut pas ignorer cela et on est en plein mois de janvier. La janviose est certainement en train de se jouer de certains Camerounais. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Prenons les choses, contextualisons-les et nous pouvons comprendre effectivement que ce n'est pas faute d'aimer le football. Quand vous passez dans les fan zones, les gars sont pleins. Dans les villages de la Cannes, c'est à l'hôtel de ville, vous avez vu, il y a des milliers. Les gens y vont peut-être parce qu'ils n'ont pas besoin d'être vaccinés pour entrer dans les villages de Cannes. Mais est-ce que la question du vaccin
vaccin qui est imposé aux supporters pour rentrer au stade et regarder un match de foot ne peut pas justifier également on va ce dire manque que, d'entrain. je pense, on peut convoquer cet aspect de la question, mais en même temps, dimanche, Olembe était plein à craquer. Ils n'ont pas eu peur de se vacciner pour aller à Olembe. Comment auraient-ils peur de se vacciner pour aller ailleurs? Bon, heureusement, en même temps, il faut dire que globalement, certains Camerounais, une bonne frange de Camerounais sont sceptiques au vaccin à la faveur de ceux qui, ceux qui militent contre les anti-vax, comme on dit, ça, oui. pour reprendre cette appellation, les anti-vax. Bon, ça c'est le négativisme. Il vaut mieux avoir l'esprit positif et se dire, quand on m'a vacciné de BCG, j'étais bébé, 3-4 autres vaccins, on reprenait le vaccin contre la poliomyélite, la rougeole, la variole et bien de choses. On ne nous a jamais demandé nos avis et personne n'a jamais posé la question de savoir quelles pouvaient être les conséquences à long terme dans nos corps. Aujourd'hui, il est question de sauver des vies. De prendre la pleine mesure de ce que nous avons besoin d'atteindre une immunité collective. Nous l'avons vu en Israël, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu dans d'autres pays. Ne me dites pas qu'on va décimer toutes les Nations Unies, tous les États-Unis ou toute la France, parce que quand on voit la proportion des personnes vaccinées en Israël, par exemple, on dirait, et à suivre le raisonnement de certains, on s'attendrait à ce que dans 5-10 ans, il n'y ait plus personne d'un certain âge dans ces pays. Rassurez-nous que tous les participants, tous ceux qui viennent de nombreux pays africains pour assister à la première édition de l'African Business Week seront vaccinés. Ils seront vaccinés. Voilà. Et nous avons pris les dispositions pour que le ministère de la Santé déploie ici un stand, une équipe de tests Covid, une équipe qui va également vacciner ceux qui n'auront pas eu le temps d'aller le faire. Parlons justement d'African Business Week, Justine Difo. De quoi s'agit-il exactement? Quand on entend African Business Week, c'est la première édition, non? On n'en a jamais beaucoup entendu parler par le passé. De quoi s'agit-il exactement? Tout à l'heure, vous avez dit en entrée qu'il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Ici, peut-être, on parlerait de la CAN commerciale. Effectivement, c'est le concept que nous avions adopté au départ. CAN commerciale et culturelle. Malheureusement, étant une personne éprise du respect de la réglementation, le comité, le COCAN, notamment les services qui s'occupent du marketing, nous ont dit non. La CAN, c'est un label qui est protégé par la CAF, voyez-vous, et nous devons travailler dans le respect des conventions signées par la CAF et les pays, et notamment le pays organisateur. On n'a pas le droit de créer une sorte de discrimination positive entre le pays organisateur et les autres associations membres de la Confédération africaine du football. Et du coup, après avoir obtenu l'accord du président du COCAN, nous nous sommes rapprochés du ministère du Commerce qui est à la vérité le parrain de cet événement, et nous avons fini par adopter African Business Week. Oui. Voyez-vous, de quoi s'agit-il donc? Il s'agit d'un concept que nous avons pensé en tant que personne ressource du Comité national de zone de libre-échange continental et spécialiste de droit au HADA. On ne réinvente pas la roue. Nous avons pensé ce concept qui va être déployé comme un roadshow dans tous les pays africains pour amener le secteur privé, le secteur formel et informel, les petits artisans, les petits producteurs, à comprendre ce que c'est qu'exactement la zone de libre-échange continentale, qui n'est rien d'autre qu'un grand marché africain. C'est un grand marché africain qui fait que les producteurs n'auront plus besoin de se casser la tête pour chercher quels sont les débouchés. Les débouchés sont là, c'est au moins 1,3 milliard de consommateurs. Alors de leur côté, ils devraient juste réajuster leur manière de concevoir, la rigueur dans la fabrication de leurs produits, le respect des normes et de la qualité. D'ailleurs, nous parlerons de ces choses, la compétitivité de la production locale à l'orée de la zone de libre-échange continentale. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, expliquer aux gens l'impact, les enjeux, les atouts de se déployer dans ce grand marché continental, mais en même temps les obligations, et mettre en place un dispositif d'appui à la compétitivité du Made in Sénégal, Made in Cameroun, Made in Ghana, parce que tous ces pays seront représentés à African Business Week à la faveur de la CAN, à la faveur de la Coupe d'Afrique des Nations.
Et puisque vous parlez justement de la ZLECAf, je voudrais vous poser la question en tant que personne ressource. Justement, 1 an aujourd'hui que la zone de libre-échange continentale africaine est opérationnelle. S'il vous était demandé d'en faire un bilan, que diriez-vous? Bon, moi je ferais un bilan global qui est issu des résultats d'une étude menée par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique. De cette étude, il se trouve que il y a une sorte de timidité, de frilosité sur le terrain par rapport à l'implication des opérateurs économiques et du secteur privé en général. Pourquoi cette frilosité? Comme toute institution nouvelle, il faut bien accompagner ce dispositif d'un mécanisme de vulgarisation, d'un dispositif d'explication, de sensibilisation, pour amener les acteurs à bien comprendre et à s'approprier progressivement le concept. C'est de ça qu'il s'agit. Je vais convoquer un exemple récent. Lorsque nous avons eu au Cameroun le code de procédure pénale, vous avez vu comment le ministre d'État, ministre de la Justice, a mis en place un dispositif qui a permis d'aller de région en région jusqu'au niveau des départements pour s'assurer de la bonne vulgarisation de ce nouveau dispositif qui venait remplacer l'ancien. S'agissant de la zone de libre-échange continentale, elle n'existait pas. Nous l'avons également fait pour l'OHADA. Quand nous avons eu le traité de l'OHADA en 1993, les forces vives de l'OHADA ont mis en place des mécanismes d'appropriation, d'explication à travers des forats, à travers des grandes conférences, mais également à travers des rencontres de terrain, oui, un peu comme ce que nous organisons. Nous avons organisé par exemple le Forum africain de la pratique des affaires. Ce sont des activités qu'on a organisées avec les entreprises pour leur dire non, écoutez, vous avez intérêt à comprendre, à bien comprendre le droit au OHADA, c'est dans votre intérêt. Cela va transformer vos façons de fonctionner, vos schémas organisationnels, et c'est la même chose que nous disons aujourd'hui aux producteurs locaux. Le Cameroun a adopté une vision d'industrialisation par l'import-substitution et nous sommes bien dans la décennie de la diversification économique adoptée par la CEA. Alors comment faire pour que les acteurs de terrain, ce n'est pas dans les discours, comment faire pour que les acteurs de terrain s'approprient cela et se prennent et comprennent qui sont les réels acteurs qui vont amener à l'implémentation, à l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale. Nous avons proposé cet outil par la grâce de Dieu, le ministre du Commerce et la Commission économique des Nations Unies ont validé ce dispositif. Aujourd'hui, je vais dire une chose, le Cameroun a une longueur d'avance sur les autres pays à la faveur de sa politique nationale. La politique nationale de zone de libre-échange a été validée au Cameroun et est actuellement en train d'être mise en œuvre. Si bien que cette activité que nous menons participe de la mise en œuvre de cet outil, de ce volet vulgarisation de la zone de libre-échange. C'est pour ça que vous avez vu cette très forte implication du ministre du Commerce qui est par ailleurs le président dédié du Comité national de zone de libre-échange. Pourquoi avoir choisi de l'organiser en période de Coupe d'Afrique des Nations? Est-ce que vous ne craignez pas que l'événement soit dilué dans l'effervescence de la fête et tout? Notre événement ne peut pas se diluer dans l'effervescence du football. Nous sommes bien dans l'événement, nous sommes bien au cœur de l'événement, nous avons bien la balle au centre de l'événement, ici au Musée national. Ce musée national qui est le lieu emblématique de l'histoire du Cameroun, de cette Afrique en miniature. Et nous avons opté pour cette période pour que cette attitude que nous avions remarquée dans les grandes fêtes internationales nous serve de prétexte et soit un atout pour nous. Voyez-vous, quand il y a des grandes manifestations sportives comme celle-là, les fans accompagnent leurs équipes. Et parmi ces fans, on a des opérateurs économiques, on a des artisans, on a, je ne sais pas moi, on a tout ce que vous pouvez imaginer comme commerçants, disons-le ainsi. Ils arrivent, ils vendent leurs petits produits, le Made in Ghana dans le sac, le Made in Mali dans le sac, le Made in RDC, le Made in Sénégal avec les grands boubous et tout. Nous avons dit cette année, écoutez, vous n'allez plus le faire en informel. En tant que zone de libre-échange continentale, venez, on va vous en parler, mais on va vous donner un grand espace. Savez-vous que nous avons près de 400 producteurs qui vont occuper les stands que vous avez vus au Musée national, et vous avez des gens qui viennent du Ghana,
du Nigeria, du Sénégal, de Guinée équatoriale, de Guinée-Conakry, tous ces pays avec leur production identitaire. Et comme vous savez que j'adore bien les foulards qui viennent du Ghana, nous allons organiser un défilé de mode ici au Musée national le 21 janvier. Nous l'avons appelé African Business Design, African Business Fashion. Nous allons organiser le défilé de mode. Nous avons la Côte d'Ivoire que j'ai oublié de citer tout à l'heure. Pourtant, c'est la Côte d'Ivoire qui va accueillir African Business Week en 2023 en marge de la Cannes. Ce n'est pas moi qui vous dis, vous êtes un monsieur bien, bien renseigné de ces choses. En marge de la Cannes en Côte d'Ivoire. Dans ce défilé de mode, nous aurons le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria. Voilà. Synergie des savoir-faire africains au service de la zone de libre-échange continentale africaine, c'est le thème qui sous-tendra ces travaux. À quoi doit s'attendre un participant à cet événement en lisant ce thème-là? Alors, synergie des savoir-faire, ce sont les savoir-faire africains en synergie qui vont construire ce grand marché continental africain. Mais synergie de ces savoir-faire, dans savoir-faire, nous avons énormément de choses à dire. Dans le savoir-faire, nous avons d'abord l'innovation technologique, nous avons la créativité, puisqu'on parle aussi d'artisanat, mais nous avons aussi cette rigueur qui doit accompagner la fabrication des produits. Nous avons la certification, le respect des normes. Et c'est la compétitivité. Oui, pour être compétitif, justement, en fait, à l'international, il faut avoir atteint un certain niveau, d'où un certain standard, d'où l'implication du bureau de mise à niveau. Sans rien vous cacher, ces producteurs locaux doivent être accompagnés. Et vous avez entendu parler de ces centres d'incubation. Nous-mêmes, avec l'appui du ministère du Commerce, nous avons mis en place un Doing Business in Africa, Doing Business Empowerment. Renforcer les capacités de ces structures qui sont pour la plupart aujourd'hui dans l'informel. On ne peut pas, par exemple, évoluer efficacement si on n'est pas identifié par les impôts. Et nous exigeons que nos producteurs, qui vont d'ailleurs participer à ce grand concours élection de meilleurs produits Made in Africa et Made in Cameroun, nous exigeons que ces producteurs nous apportent la preuve de ce qu'ils ont leur numéro d'identifiant unique. C'est la moindre des choses. Ce sont les impôts qui construisent nos routes. Ce sont les impôts qui donnent le courant. Ce sont les impôts qui, ma foi, nous apportent, nous mettent en place ce minimum de services social de première nécessité. On ne peut pas exiger l'eau si on ne paie pas l'impôt. Donc c'est pour ça que nous avons mis la sécurité juridique au cœur du dispositif. Un panel consacré au Made in Cameroun, je l'ai constaté. Made in Cameroun, on en parle depuis de nombreuses années dans notre pays. On a le sentiment, vous avez parlé de discours tout à l'heure, qu'on est resté plus dans le discours, dans la pratique en elle-même. Les choses ne semblent pas beaucoup évoluer en ce qui concerne le Made in Cameroun. Dans la pratique, je vous ai dit que nous avons plus de 400 producteurs locaux et ils continuent de se bousculer. Dès demain, dès vendredi, dès le 14, nous ne prendrons plus personne. Sinon, les 500 stands que nous avons mis en place ne suffiront pas à les caser. Vous voyez, ils sont là. J'ai parlé de discours, c'est vrai. Mais dans chaque programme sectoriel, que ce soit celui du ministère des PME, celui du ministère du Commerce et même celui du ministère des Mines, qui s'occupe particulièrement de l'industrialisation et de l'innovation technologique, vous allez vous rendre compte qu'il y a tout un programme. Mais si ces acteurs ne sont pas renseignés sur l'existence de ces programmes qui appuient et soutiennent leur secteur, ma foi, je pense qu'il va être très compliqué. Donc nous avons mis en place cette activité surtout pour renseigner. Vous savez, je ne vais pas généraliser comme certains disent, l'Africain n'aime pas lire. Il faut aller chercher l'information
la simplifier et la mettre à la disposition de ces petits producteurs qui, pour la plupart, n'ont pas le temps d'aller fouiller au niveau stratégique. Justine Difo, faisons simple. Est-ce que le citoyen lambda qui se rend dans un supermarché quelconque dans la ville de Yaoundé, Douala, Bafoussam Garoua ou autre ville du Cameroun trouve facilement ces produits made in Cameroun? On en parle depuis, mais est-ce que la production suit? Michael, je crois que je dois vous donner la bonne information. Vous connaissez le Carrefour Mec à Yaoundé? Carrefour Mec, sur la route de la Cité Verte pour aller à l'Université catholique. Il y a toute une boutique là-bas baptisée la vitrine du Made in Cameroun. Il y en a combien à Yaoundé? Il y en a, moi je suis en train d'en créer avec l'appui du ministère du Commerce à l'aéroport de Douala, à l'aéroport de Yaoundé, à l'aéroport de Garoua. Vous aurez une vitrine du Made in Cameroun avant la fin de la CAN. Nous y sommes avant la fin de la CAN. Nous aurons mis en place, donc nous avons proposé et obtenu l'accord du ministre du Commerce pour mettre en place dans tous les aéroports du Cameroun une vitrine du Made in Cameroun au niveau du Duty Free Shop. Ça veut dire que l'État accompagne en faisant en sorte que l'acheteur ne paye pas de taxes sur ses produits pour qu'ils soient plus consommés que d'autres. Certains le trouvent parfois plus cher, hein, Made in Cameroun, quand c'est fait au Cameroun. Le riz, par exemple. Oui, Je prends l'exemple du riz de Justement, Ndor, qui est vendu très cher, pourtant produit au Cameroun. Et le riz thaïlandais qui nous vient de l'extérieur nous est vendu très cher. Vous savez pourquoi? C'est parce que la production est encore artisanale pour la plupart de ces producteurs. Ils sont encore au stade de la production artisanale. Justement, le ministère du Commerce a signé une convention avec le FAGAS, le Fonds de garantie du commerce extérieur, et avec Afrexim Bank. Afrexim Bank vient de s'installer au Cameroun pour accompagner justement l'industrialisation par l'import-substitution. Et l'import-substitution, ce sont les producteurs locaux. Si hier, ils étaient limités par le matériel qui n'était pas de bonne facture, de très haute facture, aujourd'hui, ils vont aller partir du stade artisanal au stade industriel avec ces financements qui justement soutiennent le haut du bilan pour faire croître leurs activités. Justine Difo, sortant de cet entretien avec une question, le temps est passé très vite. Une question que je m'en voudrais de ne pas vous poser avant de sortir de cette émission. Vous êtes J'espère qu'elle n'entre pas dans ma vie privée. Non, pas du tout. Vous êtes PCA de l'ART. Ce n'est pas le PCA de l'ART qui vous parle, c'est la présidente de Global Capacity Building Foundation. Nous recevons ce jour au titre de président de la Global Capacity Building Foundation. Mais je voudrais poser quand même une question de PCA de l'ART. Je suis obligé de répondre de toutes les façons. Allez-y, posez la question. Quelles sont vos relations aujourd'hui, vous, président du conseil d'administration et la direction générale de l'ART? On a semblé percevoir une sorte de tension à votre arrivée à la tête de cette institution. Quelles sont vos relations aujourd'hui? Nos relations sont strictement professionnelles. Et il faut dire humainement parlant. Je suis arrivé à la tête de l'ART dans un environnement trouble où l'ancien PCA et le DG avaient des relations pas très, j'allais dire, pas très conviviales, mais on leur demandait de rester professionnels. Aujourd'hui, j'ai choisi d'être très professionnel, de rester à ma place. D'ailleurs, mes bureaux sont à Hippodrome et la direction générale à Bastos. Donc, nous restons professionnels. Nous prenons des décisions au conseil d'administration de façon collégiale, parce que c'est un organe délibérant. Et avec le DG, nous nous sommes dit, mais le chef de l'État nous a mis au travail. Nous ne sommes pas obligés d'être amoureux, entre guillemets, mais nous sommes là pour travailler et produire les résultats. Nous avons proposé des idées pour qu'il y ait une réforme, une grande réforme à l'ART, afin que cette structure soit performante par la qualité de sa gouvernance. Le 3 décembre 2020, nous avons eu ce décret qui réorganisait le fonctionnement de l'agence. Aujourd'hui, nous sommes tous au travail. En 2021, vous n'avez rien entendu de l'ART. Nous étions en train de mettre en place les réformes, les jalons de la réforme. Nous avons un commissaire aux comptes aujourd'hui. Nous avons le système comptable OADA qui est mis en place à l'ART. Nous avons un manuel de procédure qui est adopté. Nous sommes en train de travailler sur le plan stratégique. Ce n'est que ça que le chef de l'État nous demandait quand il nous nommait à l'ART. Mais on vous reprochait de prendre beaucoup d'initiatives quand même. Hein. Oui, il faut prendre des initiatives. On ne m'a pas envoyé là-bas. Depuis que des vous me connaissez... au-delà, en outrepassant parfois vos pouvoirs, en marchant sur la direction générale, c'est ce qu'on vous reprochait. Une femme qui marche sur un homme, mon frère, est-ce que c'est possible? Non, c'est simplement que j'ai trouvé un environnement où le DG, et c'est normal, c'est humain, je l'ai compris,
le DG était encore frileux, il avait encore les blessures, il souffrait encore des blessures de sa relation pas très conviviale, je vais dire conviviale, je le répète, je pèse mes mots avec mon prédécesseur. Moi, à sa place, je pense que j'aurais fait pareil. Elles sont conviviales aujourd'hui, vous nous rassurez? Tout à fait. Nous travaillons en bonne intelligence, sous le réole spirituel du président Paul Biya. Je crois que le président est content que le calme et la sérénité soient revenus à l'ART. Un dernier mot sur l'African Business. Non, sur l'African Business Week cette fois-ci. Sur l'African Business Week cette fois. Un seul vraiment pour sortir. Ok. Un dernier mot pour l'African Business Week. Il s'agit d'un carrefour des nations. Les nations commerciales vont se retrouver à Yaoundé et nous avons commencé à recevoir des délégations. Je souhaite que tous les Camerounais, avec toute la communication digitale, institutionnelle, de masse que nous avons faite autour de cet événement, nous souhaitons recevoir au moins 1000 visiteurs par jour au musée national afin que tous ces commerçants qui sont venus avec leurs marchandises retournent chez eux après avoir vidé leur stock. Merci Justine Difo d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir suivi cette autre édition de l'invité de la semaine. Rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir.